événement tragique ce soir, attaques multiples à Paris. D'autres fusillades seraient en cours en ce moment même à Paris. 3 fusillades, d'abord rue de Charonne, rue Bichat et au Bataclan. Une prise d'otage en cours au Bataclan, la salle de spectacle parisienne. On nous parle d'un bilan extrêmement sévère. L'état d'urgence est décrété. J'ai été touché au bassin par 2 balles, je crois. L'une qui a brûlé une partie de mon intestin, l'autre qui a déchiré une partie de mon nerf sciatique. Puis j'ai été touché, je crois, par des fragments de balles au tibia. Et puis j'ai reçu aussi une balle qui allait se loger dans le muscle du bras. J'ai senti parfaitement qu'il y avait des choses qui rentraient dans mon corps comme une petite décharge comme ça, mais pas plus. J'ai pas eu mal au début, mais par contre j'ai vu que je commençais à perdre du sang et beaucoup de sang. Je m'aperçois que ma jambe droite est compliquée à bouger. Et je me dis qu'il vaut mieux que je fasse pas grand-chose. Il n'y avait pas énormément de cris autour de moi parce que ça, je pense que ça m'aurait vraiment frappé. C'était plutôt une espèce de silence, de silence. Avec quelques plaintes lointaines, mais moi, par moments, j'ai crié. Je me souviens très bien que je disais « je veux vivre ». Et puis, à un moment donné, j'ai eu une espèce d'envie de dormir et j'ai compris qu'il fallait que je lutte. Et j'ai réussi à lutter. Ouais. Et puis on a attendu les secours. Pour moi, ça a été extrêmement long, même si je crois qu'ils sont venus au bout de 25 minutes, mais c'est extrêmement long et pendant ce temps-là, le sang continue à partir et moi j'ai senti vraiment mes forces me quitter. J'ai cru que j'allais y passer. Ouais, sans tristesse d'ailleurs particulière, je me suis vraiment dit que c'était con que ce soit le jour, quoi. Mais je pense pas à toute ma vie, à tous mes proches, mes amis, ma famille, non. Je suis presque tétanisé par ce passage qui va se passer et qui finalement va pas se passer, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que c'est le moment. Peur d'écrire des âneries, des choses sans importance, d'écrire mal, d'écrire pour ne rien dire. Jamais avant ce 13 novembre 2015, je n'avais pensé une seconde écrire sur moi. Mais le 13 novembre a changé la donne. En quelques secondes et 4 balles, j'ai été projeté dans un autre monde. J'ai écrit un certain nombre de choses qui me sont venues depuis le 13 novembre, d'ordre parfois très personnel, très intime. Même mes amis les plus proches n'ont pas pu en lire une ligne. Ça peut parler de la douleur, par exemple. Ça parle aussi de l'hôpital, bien sûr. J'ai failli mourir 2 fois. J'ai fréquenté les hôpitaux pendant plus de 4 mois. J'ai appris la souffrance, la mienne et celle des autres. J'ai eu peur de ne plus pouvoir marcher et devoir rester cloué sur un fauteuil. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas exactement combien d'heures je suis resté sur le billard, mais je sais que je suis resté assez longtemps. Je me souviens qu'on ne pouvait pas me faire d'IRM parce qu'il y avait encore des balles et des fragments de balles.
C'est là que j'ai appris quand même qu'on m'avait opéré du nerf sciatique, qu'on me l'avait suturé, et qu'il y avait quand même, enfin, c'était une opération très importante. Je me suis beaucoup inquiété, on va dire, savoir si je remarcherais un jour. J'ai passé 30 jours exactement à l'hôpital et 15 jours à domicile. Et mentalement, j'étais formidablement bien. Je me disais, j'ai reçu 4 balles et... Bon, et alors? Je disais toujours aux gens qui venaient me voir, j'ai une forme olympique, j'ai un moral d'enfer. Et c'était vrai. Je suis sorti de l'hospitalisation à domicile et on m'a transporté à l'hôpital militaire de Percy. On m'a verticalisé, comme on dit, me plaçait sur une planche avec des sangles parce qu'évidemment on n'a plus long une forte, tous vos muscles fondent. J'ai dû perdre pratiquement une quinzaine de kilos. Enfin, moi j'étais devenu cadavérique. On réapprend à marcher complètement. Mais alors en même temps, je m'aperçois quand même que je pleure très souvent. Quand je dis très souvent, c'est au moins une fois, souvent plusieurs fois par jour. Qu'il y a des choses qui me font... Enfin, c'est moins l'évocation de ma destinée, d'ailleurs, qui me fait pleurer que celle des autres. Par exemple, dès que j'entends et que j'ai réalisé, mais bien après, ce qui s'était passé au Bataclan, ça me mettait dans des états... Vous voyez, même quand je vous en parle maintenant, l'émotion remonte d'un coup. J'avais aperçu un médecin de référence qui, doucement, m'a proposé de rencontrer la psychologue du service. Et là, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à travailler avec elle. Le Casa Nostra, c'est juste en face de la Bonne-Bière, c'est comme ça, c'est juste sur une petite place. Et il y a une voiture en fait qui est arrivée sur la place, une voiture sombre. 2 ou 3 jeunes hommes qui sont sortis. Et il y en a 2 qui ont commencé à courir vers nous. Et on a entendu des bruits comme des bruits de pétards en fait. Je me suis levée, j'allais dire mais attention, vous savez pas, c'est super dangereux si ça arrive dans le visage de quelqu'un, ça peut lui abîmer un œil, ça peut le blesser. J'avais pas encore compris que c'était des tirs. Là, mon amie m'a crié « Non, Morgane, ils sont en train de nous tirer dessus ». Elle m'a plaqué au sol et elle me tenait contre elle. Du coup, elle était recroquevillée en fait, le long de la vitrine, sous la table. Mais la table, c'était une petite table de café, en fait, une petite table ronde. Je me disais, si je me fais vraiment petite, il y aura moins de chances que les balles me touchent. Donc on se tirait vraiment fort. Ils étaient 2 en fait, à tirer simultanément, donc ça ne s'arrêtait jamais. Et c'était des rafales de Kalachnikov, du coup il y avait un bruit entre les morceaux de verre qui pleuvaient, des vitres qui se brisaient. On n'entendait même pas les cris. Je sentais qu'il y avait des gens qui étaient en train de courir et que les gens se faisaient tirer dans le visage. Je l'ai vu ça, en face sur la terrasse de la Bonne-Bière. Je voyais qu'ils leur tiraient à quelques centimètres de leur visage. Je mettais mes mains devant mes yeux, j'essayais juste de protéger mon visage. Je me disais un petit peu comme les enfants que peut-être que si je les voyais pas, ils me verraient pas. Il y avait un moment en fait, où on entendait les balles au loin, mais le tireur le plus proche de nous avait arrêté de tirer. Donc du coup, j'ai ouvert les yeux, j'ai levé un petit peu la tête, et là, à 30 cm de moi, j'ai vu ses chaussures. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu le temps de me dire que j'étais peut-être à 2 secondes de la mort. Et j'étais très calme, je me disais, écoute Morgane, là ce que tu peux faire pour te protéger, c'est de te faire le plus petite possible. Peut-être que je vais te prendre une balle. Si tu te prends une balle, ne crie pas, reste calme, attends que ce soit fini. Et après, je me disais, peut-être que tu vas mourir. C'est comme ça. J'étais presque résignée à mourir à la fin. Je remets ma tête dans mes mains, parce que je veux pas qu'il voit mon visage. Je me dis que si je le regarde dans les yeux, il risque de me tirer dessus. Et 2 secondes après, vraiment 2 secondes, vraiment après, mon amie se lève et elle me dit « Cours, il est parti ». J'ai pris mon sac et on est parti.
jours après l'attaque, le patron du bar nous a appelés en nous disant qu'il avait aussi une caméra de vidéosurveillance qui avait pu enregistrer la scène et que le terroriste nous aurait épargnés volontairement. C'est là qu'on a réalisé qu'on a vraiment été visés personnellement. Il a essayé de tirer en fait, juste sur nos têtes. On voit que ça marche pas, on ne sait pas vraiment pourquoi, et puis on le voit fuir. Mon amie se lève et elle me dit « Cours, il est parti ». J'ai pris mon sac et on est parti. J'ai eu conscience qu'on avait vraiment frôlé la mort, oui. Je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas tiré? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus de balles? Est-ce que c'était parce que l'arme ne marchait pas? Ou est-ce que parce qu'il avait eu peur? C'est difficile de tuer des gens quand on est si près. Je suis étudiante en 2e année, à Sciences Po et à la Sorbonne en sciences sociales et philosophie. C'est vrai que ça fait de nombreuses années que je m'intéresse aux problématiques liées au terrorisme. Je me souviens que quand j'étais petite, j'étais un petit peu fascinée par la figure de Ben Laden. J'avais vraiment envie de comprendre la logique de ces individus. Du coup, dès que l'occasion se présentait, j'ai essayé de creuser un petit peu plus ces questions. Pour Sciences Po, j'avais travaillé sur les groupuscules islamistes au Sahel. Ce qui me fascine le plus dans l'acte terroriste, c'est le moment où on peut passer du désespoir social, du sentiment d'injustice et puis de la colère politique à l'idée de pouvoir passer à l'acte. J'ai passé des années à tenter d'aborder la question de manière analytique. Et finalement, même après les avoir vécus, même après en avoir été victime, si on peut dire, je suis restée aussi dans cette dynamique-là et j'ai encore plus envie de comprendre qu'avant. J'entends un grand boom. Là, c'est un grand boom, là, à 10 mètres de moi. J'ai pas très bien compris. C'est comme si quelqu'un m'a sonné ou m'a frappé avec des barres de fer sur le côté gauche. J'entends les gens en train de crier attentat et puis les gens ça court partout, ne savaient pas où aller, juste ils couraient. C'était vraiment la panique générale. Il y avait une personne par terre, un jeune peut-être de 14, 15, 16 ans qui était par terre. Il criait aussi, il avait mal. Je passe ma main sur ma tête, je vois du sang avec de la chair humaine, je ne sais pas c'était quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment perdu, quoi. J'arrête deux personnes qui couraient et je leur demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vérifier derrière mon dos, derrière ma tête, est-ce que je suis blessé, est-ce que ma tête est ouverte? J'arrive pas à comprendre. Ils me disent non, tu n'as rien, ta tête est bien. J'ai senti des écoulements. Alors là, je commence à me déshabiller, je vois les 2 trous dans mon bras gauche. Je vois ma cheville droite, 2 trous en bas. Là, j'ai compris que j'étais touché. Le kamikaze était là et s'est donné à mort. Et puis les boulons sont partis à 200, voire 500 à l'heure. C'est là que j'ai reçu les boulons. J'ai senti la mort. La mort m'a frôlé. J'ai levé ma tête au ciel, j'ai parlé au Dieu, j'ai dit pas maintenant, j'ai 2 petites filles de 8 et 6 ans. Je ne veux pas qu'elles soient orphelines, je veux les voir grandir. Et là, je me suis réfugié dans ma voiture, j'ai enfermé tout. Là, je commençais à respirer. J'avais très mal. Je pars vers l'hôpital de Robert Ballanger, qui se trouve à Aulnay-sous-Bois. Et là, c'est là que j'ai appelé mon frère. Je l'ai appelé, je dis voilà, j'étais touché. S'il m'arrive que ce soit, au moins tu sais où je suis. Tu me promets que tu monteras à Casablanca près de mon papa. Il m'a dit non, t'inquiète pas, il peut rester avec moi entre-temps au téléphone. Parce que je suis arrivé à l'hôpital. Je me suis présenté avec ma carte vitale. Je me suis présenté, voilà, je suis victime de l'attentat à Stade de France. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils m'ont dit ah bon, vous êtes venu tout seul? J'ai dit oui. Le Théodon était vraiment un monstre. Une bête absolument effrayante. Ça fait 6 mois que je n'ai pas dormi. Ma dernière nuit correcte, c'était le 12 novembre 2015. Une nuit avant l'attentat. Après le 12, j'ai plus dormi 8 heures. Je dors des fois 1 heure, 2 heures. Je vois les cicatrices, je les vois chaque jour. Les cicatrices sont là, mais pour moi, c'est pas ça le plus inquiétant. Psychologiquement, je suis très touché. Ouais. Pourtant, 6 mois sont écoulés, mais la peur est toujours là.
C'est comme si quelque chose va arriver. Je me vois mourir, je me vois, peut-être le cœur va s'arrêter, je me vois, peut-être quelqu'un va rentrer chez moi. Je peux me lever, jeter un petit coup d'œil, regarder la porte si c'est bien fermé, regarder l'extérieur si tout va bien. Et je repars comme rallongé dans mon lit. J'essaie encore d'essayer de trouver le sommeil. Je me rappelle très bien les premiers jours, j'entends des fois des claquements dans mon cerveau. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais c'est juste la peur. Peut-être c'est la peur qui s'est installée vraiment en moi, c'est la peur. Je vois la mort partout. Je revois l'explosion, avec le sang, si je pouvais contrôler les images, contrôler mon cerveau, ce serait super. Mais les images, ils sont là, ils peuvent arriver n'importe quel moment, n'importe quel milieu de la journée, milieu de la nuit. C'est de la musique douce pour arrêter de penser. Au début, quand ils sont rentrés, ils ont tiré que en rafale. Ça s'arrêtait pas, ça canardait partout. Et c'est après, en fait, que tout le monde était par terre terrorisé, qu'ils ont commencé, je pense, à se balader entre nous et à faire du coup par coup, quoi. Des fois, on entendait des gens parler, riposter ou quoi, dire ouais, et bam, on entendait une grosse détonation. Et on avait l'impression qu'ils se baladaient comme ça au milieu de nous et qu'ils nous achevaient un par un, quoi. En plus, ils mettaient vachement de temps entre chaque coup. C'était pas pam, pam, c'était pam. Après, ils se baladaient, pam. Du coup, t'attends, tu sais pas où ils sont. T'as surtout pas envie de regarder pour pas croiser leur regard. T'es terrorisé et tu te dis que tu vas jamais revoir la lumière du jour. Et tu reverras jamais un printemps, quoi. Il y avait un espèce de gars qui était allongé, là, sur le côté. Un gars chauve. Ouais, alors il avait, je sais pas si c'est sa tête qui était éclatée, ou s'il avait un morceau de tête de quelqu'un d'autre sur lui. Mais en tout cas, c'était pas joli ce qu'il avait derrière. Du coup, je me suis dit, vu qu'il a l'air mort, il y a peut-être moyen que je le tire sur moi pour me protéger avec un cadavre, quoi. Ça amortira une balle. Après, c'est lourd, hein, un corps inerte. Du coup, j'ai pas réussi à le tirer jusque moi. Ça s'est calmé, j'ai rouvert les yeux, et là, il y a eu cette explosion de fou. Un truc de dingue, quoi. Mon corps, il a sauté littéralement sur place. Avec le recul, on sait que c'est le gars qui se faisait péter, mais que sur le coup, moi, je croyais qu'ils avaient des grenades aussi. Et alors là, il n'y a plus de son, la vision, elle est trouble, et t'entends plus rien, t'entends siffler. Oui. Et il y a tout qui semble suspendu dans le temps. Là, je lève les yeux, et il y avait comme de la neige qui tombait, ouais, je sais pas si c'était des fibres ou des morceaux de chair. Ça faisait comme s'il neigeait. Et moi, je me rappelle que je me suis demandé si c'était ça la mort. Enfin, ça y est, c'est fini, ça, c'est ça, en fait, c'est ça la mort. Et après, quand j'ai pivoté la tête et que j'ai vu l'état de la fosse, j'ai fait oh là là, mais c'est une catastrophe, quoi. T'avais des morceaux de corps, du sang, de la fumée. Enfin, c'est le chaos, quoi. Et à un moment, je tourne la tête sur la gauche, ouais, et je vois aux portes battantes les Robocop qui arrivent, avec leurs lampes et tout. Et j'ai dégagé ma jambe, j'ai traversé la fosse en faisant attention de ne pas marcher sur des corps, de ne pas glisser sur une flaque de sang, parce que tu te dis c'est pas le moment que tu te vautres au milieu de tout ça, là. T'avais des corps partout, avec des expressions de visage plus ou moins effroyables.
des gens qui avaient plus ou moins vu la mort arriver. Et là, t'arrives devant la BRI, qui te mettent en joue, et qui te disent de t'agenouiller, quoi. Et là, moi, j'ai regardé par terre, j'ai vu l'état du sol. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais pas m'agenouiller là-dedans. De toute façon, je pouvais même plus m'agenouiller, je souffrais des genoux, j'avais mal partout. Et j'ai regardé le gars dans les yeux et je lui ai juste dit, faites-moi sortir de ce bordel, quoi. C'est tout ce que je voulais, c'était de sortir de là, quoi. Je suis sortie, les mains sur la tête. Et voilà, j'ai fait attention de marcher sur personne. Et là, j'arrive dans l'angle d'Oberkampf et je vois toutes les sirènes, les secours et tout ça. Et à l'angle, Mathieu et Sophie, et mon frère et ma belle-sœur. On s'est câlinés, on aurait pu se souder, on se serait soudés, quoi. T'es juste, halluciné d'être même pas blessé. On n'a rien eu, quoi. On est sortis tous les trois indemnes, à dire qu'on était en plein milieu de tout ça. C'est mon nouveau chez moi. C'est très beau, c'est très calme surtout. C'est mon refuge, la nature. Là, il n'y a aucun danger. C'est super. À mon avis, avant que ça pète ici, ça aura pété un paquet d'autres endroits, quoi. Là où j'habitais avant, à Bois-Argental, c'était un peu une petite ville, quoi, en fait. Donc, il y a quand même des gens, quoi. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop pour moi. Quand je suis rentrée le 16 novembre à la maison, j'étais pas bien. Donc du coup, ça me rassure vachement d'être ici. Pour se reconstruire, il faut s'occuper. Cultiver la terre, ça aide à passer à autre chose. Tu t'occupes les mains et ça occupe ta tête. Alors le lendemain de quelque chose comme ça, déjà le soir même on dort pas, ça c'est sûr. Moi j'ai pas réussi à garder les yeux fermés. T'arrives plus, quoi. Dès que tu les fermes, tu vois des trucs horribles. T'entends des cris, t'entends des pleurs, des bruits d'agonie. Enfin ouais, Du coup, le matin du 14, c'était le début du parcours du combattant, quoi. On sait pas trop où on va, on sait pas où on avance, ce qu'il faut faire. Le chemin de la reconstruction est super long. Ça se compte pas en jours, ni en semaines, ni en mois. Ouais, je pense que ça va être des années. Je pense que Valentin, avec sa main, m'appuie sur les épaules et on descend tous les deux. Après, on est côte à côte dans la fosse et on bouge plus. On est immobile, on ne parle pas. Enfin, le but, c'est quand même de faire le mort, un peu. Et il y a un silence religieux dans la fosse. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Puis on se rend compte en fait que les tirs s'espacent un peu et qu'ils sont en train de cibler chaque personne de la fosse et en gros, on va tous y passer, quoi. Je me suis déjà dit 1000 fois, putain, je veux pas mourir, je veux pas qu'il meure. En même temps, on parle pas, on se dit rien. Et après, ça dure tellement longtemps dans ma tête que juste j'ai envie d'être libérée de ce moment-là et de me dire bon, c'est quand que c'est mon tour, là, on n'en parle plus, quoi. Parce que à chaque fois, c'est une frayeur nouvelle, à chaque nouveau tir. Donc, je m'en passerais bien, quoi. J'aimerais bien que ce soit, genre, c'est bon, on n'en parle plus. Enfin, que je meure à bon coup et basta. Enfin. Ouais, qu'on en finisse. C'est un peu ce que je me dis, quand même.
Moi, le seul truc que j'ai senti, c'est que j'avais reçu une balle dans le dos. Mais je me rends compte que je suis pas morte assez vite. Donc que c'est pas fini, en fait. Je ressens une douleur immense. Je pense que ça annihile tout le reste parce que j'ai juste trop mal. Vraiment. Et tout mon corps tremble, enfin, voilà. Et je suis soulagée de me dire, au moins, la balle, c'est bon, c'est fait. Je suis aussi soulagée d'être vivante. Je me dis, putain, je suis encore là. Forcément, je pense tout de suite à Valentin. Je me rends compte qu'il bouge plus, que son corps a bougé, qu'il s'est tourné un peu sur le dos. Il a les yeux ouverts. Il regarde le plafond et il bouge plus. Je me dis, c'est la merde. Je me dis, comment je vais faire? Je pense que je suis désemparée surtout. Et c'est impossible d'intégrer ce fait-là à ce moment-là. C'est déjà prendre conscience qu'il y a une fusillade, qu'on en fait partie. Prendre conscience ensuite qu'on ne reverra plus jamais son mec. Ça fait beaucoup trop d'informations. Mon premier réflexe, c'est d'essayer de voir si mes pieds bougent, pour voir si j'arrive à me lever. Je bouge mes orteils, ça fonctionne. C'est déjà une première victoire. Mes jambes bougent aussi. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Je me dis que c'est terrible de laisser Valentin là. Et qu'en même temps, j'ai pas le choix. C'est parce que je peux rien faire que je pense que j'ai la force de partir. Je lui caresse la joue. Mais j'ai rien à lui dire, il est plus là donc. Je me dis que c'est la dernière fois que je le vois. Enfin, je me souviens vraiment de cette image, quoi. Je la marque dans mon esprit. Exprès. Pour pas l'oublier. Avant de me lever, je vois que ceux qui s'en vont, ils se font encore tirer dessus. Donc, en me levant, en partant, je sais que j'ai une chance sur deux que le mec me tire dessus quand je suis debout, quoi. Et je suis pas vraiment capable de courir. Donc je marche assez lentement. Chaque mouvement est une douleur folle. Je sors par là où je suis arrivée, donc par l'entrée principale, en glissant sur des flaques de sang et en manquant de me casser la gueule. Je me retrouve dehors. C'est un peu incongru, je me demande un peu ce que je fous là. Enfin, je sais pas quoi faire de ma peau. Bon, bah je suis là. Et maintenant, en plus, je suis toute seule. Et je suis toute seule, quoi. Donc... Cicatrice, c'est beaucoup mieux. Hein. Dans le dos? Ah ouais. Elle est nettement moins rouge, je la trouve vraiment nettement mieux. Oui, oui. Sachant que je suis fatiguée quand même un peu plus vite, quoi. Je suis pas en extrêmement bonne forme, mais... Fatigue générale. Ouais. Mais bon, vous êtes jeune. Bah déjà, j'ai récupéré assez vite, ça va. Et ça, c'est douloureux parce qu'en fait, c'est assez vascularisé et assez innervé. Sur le coup, j'ai pas du tout vu que j'avais un trou dans le bras, en fait. C'est arrivé à l'hôpital que j'ai compris que j'avais un trou dans le bras. Ouais, parce qu'en fait, ça a traversé le muscle. Quand je vois des gens qui ont des os éclatés, ouais, j'ai énormément de chance que c'est le bras droit, je suis droitière, donc c'est comme pour le dos, j'ai eu une chance... Ouais, ça rebondit en fait sur le dos. Sur le dos, ouais, ça a ricoché sur la colonne. Ouais. Mais je pense qu'elle serait arrivée de face sur la colonne, j'aurais été coupée en deux en fait. Oui. Là, c'est parce qu'elle est arrivée sur le côté que ça a trouvé un angle. C'est juste une question d'angle. Ouais. Et c'est vrai qu'après l'opération, donc, ils ont juste fait ce qui s'appelle un parage des plaies.
Donc ils ont nettoyé. Je pense qu'il y avait des chairs un peu brûlées aussi par les balles et des bouts de balles, notamment dans le dos. Des bouts d'os aussi, parce que ça a fait exploser les épineuses. Bon, après, ils n'ont pas pu tout enlever parce que ça revenait à me charcuter pour rien. Donc ils ont préféré laisser des bouts. Moi, je sens pas, donc pour l'instant, ça me dérange pas. Ils vont mettre sur le dos. Mais je me demande comment réagissent du coup les gens qui ont rien physiquement et qui en même temps ont vu des choses, vécu des choses. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément et du coup je pense qu'ils sont... Je peux comprendre qu'ils soient beaucoup plus attentifs aussi et qu'il y ait plus de place pour le traumatisme justement. Moi il y a le traumatisme, il est physique et il prend déjà beaucoup de place donc... Ouais, il n'est pas que physique. Non. Bien sûr, il y a mon père et sa compagne et moi il est lié à un troisième traumatisme du deuil donc alors, ça fait 3 choses à gérer, c'est pas génial. En ce temps l'hôpital, je suis venue ici parce que c'est chez mes parents, c'est là où j'ai grandi et il fallait qu'ils s'occupent de moi. J'étais handicapée, donc il fallait que quelqu'un s'occupe de moi à plein temps. Il y a eu des moments forcément compliqués, de tristesse abyssale, des crises de larmes incontrôlables, incontrôlées. On sait que ça fait partie du processus de reconstruction et il faut passer par là, il faut passer par cette tristesse-là, surtout quand on redoute un peu d'être dans le déni encore et de se dire est-ce que j'ai vraiment réalisé? Est-ce que le pire m'attend? Est-ce que je vais pas me prendre une claque monumentale dans 1 heure, dans 3 jours? Est-ce que je vais devoir attendre 3 ans avant de vraiment réaliser? Enfin, tout ça est assez angoissant en fait. Et du coup, quand on est triste, un peu, c'est un peu ça qui se passe, c'est un peu ah ça y est, j'intègre, je comprends. Et je pleure. Et forcément, il y a une part de soulagement, en fait. De se dire, bah ouais, c'est bon, j'ai bien compris, en fait, ce qui se passe. Et c'est effectivement effroyable et ça me dépasse complètement. Je sais que je suis dans une autre vie, complètement. Ce sera plus jamais pareil. Et en même temps, j'ai du mal à vraiment identifier ce que ça va changer concrètement dans ma vie, dans mon futur. Et à chaque fois que j'y repense, ça me fait une espèce de... Ça me dépasse complètement et ça fait extrêmement peur. C'est les projets qu'on pouvait avoir avec Valentin qui sont anéantis et je savais que si je voulais faire des enfants un jour, ce serait lui le papa. Tous les jours, il y a des choses qui me rappellent à ça, que être seule maintenant, c'était pas prévu au programme. Ça m'emmerde, surtout quand on a construit quelque chose qui prend du temps, c'est dur de construire quelque chose à 2. De serein et de solide. Quand on y est arrivé et que tout ça est rayé, faut y aller quoi. Chaque jour pour moi c'est un combat, c'est de me rétablir en marchant dans le parc. Moi, j'aimerais bien repartir travailler comme tout le monde, mais je peux pas. Plus de la nuit, j'ai peur des gens, j'ai peur des groupes. Quand il y a une foule, pour moi, c'est un danger. J'essaie d'éviter le maximum la foule. C'est de rester seul. Parce que pour moi, c'est la sécurité de rester seul. Ils ne demandent rien, ces canards. Ils ne demandent rien, ils veulent juste manger et aller dormir. Alors que nous, les humains, entre nous, on se déteste. On essaie de s'entretuer entre nous. Pourquoi je ne suis pas né un canard?
Regardez. Des fois, j'amène mes filles avec moi, elles s'assoient ici avec moi. On s'assoit tous les trois et puis on leur donne à manger. Quand ils sont là, un week-end sur deux, ça m'aide beaucoup aussi. J'ai l'impression que j'avance dans la vie quand ils sont là aussi. Quand je suis tout seul, je suis comme une cible, vous voyez? Je suis la cible des images. Ils viennent, ils partent, ils viennent. Mais quand je suis les enfants, quand ils jouent avec moi, ils sont là avec leur vélo, je les regarde. Les images, j'essaie de pénétrer dans mon cerveau, mais ils sont là, les filles, pour essayer de les repousser. Les enfants, c'est comme un bouclier. Des champignons. Ah, mange le pain. Tu peux pas les manger comme ça. Tu vas être malade un jour si tu fais ça. Quand tu vis une horreur comme ça et puis que tu sors de là-dedans vivante et que t'as un petit clown comme ça qui te fait rigoler avec sa joie de vivre, c'est clair que ça aide à passer au-dessus de tout ça. Hein. Un tout petit peu salé. Ouais, d'accord. Elle aurait pas été là, j'aurais plus du tout eu foi en l'humanité, je crois. Alors qu'ils sont frais, les gamins, quoi. Ils sont innocents totalement. Ça aide, hein. Ça aide vachement. Moi, les premiers mois, les gens, ils me parlaient, je voyais des trous dans leur tête. Les 3 premiers mois, quoi. Même ma fille, qui est belle comme elle est magnifique, quoi. Elle me parlait, je voyais des trous dans sa tête. Dès qu'il y avait une tache par terre aussi, j'avais l'impression que c'était des taches de sang. Les bruits secs, les verres qu'on pose trop fort, ça faisait comme des rappels de détonation, ça me mettait pas bien du tout, quoi. J'avais le rythme cardiaque qui s'accélérait, des tremblements. Les 3 premiers mois, c'était les plus durs. Ah bah oui. Du coup, j'ai vachement raconté de trucs à Loïc. Il en a pâti vachement aussi, quoi, du coup. Parce que, ouais... Parce qu'on n'est pas prêt à entendre la personne qu'on aime raconter des trucs horribles. On fait l'éponge, en fait. On aspire tout ce qu'elle vit, à tel point que j'avais même des matins où je me levais avec les images alors que je ne l'ai pas vécu. Tellement elle me l'avait décrit. Et, bah oui. T'avais moins de patience aussi. Ah, j'avais pas de patience du tout. Avec Suzy, les gens, ouais, les bruits. Ouais. C'était compliqué, ouais. À la fin, j'étais horrible avec toi. Ah non, mais c'est clair. J'étais ignoble. Hein. Quoi qu'il fasse, ça allait pas. Ça allait jamais. Limite, ça allait pas quand il respirait, quoi. Enfin, j'étais vraiment horrible. Mais il arrive des moments, forcément, où vous êtes épuisé et ça finit par vous manger, en fait. Jusqu'au moment où on se sépare, où après, du coup, j'ai pu rattraper un peu d'énergie pour moi. Mais à la fin, j'étais on était lessivés, vidé, on ouais. est grave. J'avais plus d'énergie. Bah, au moment où on s'est dit, bon, on arrête les frais, on se sépare, quoi, ça allait plus du tout, quoi. Ah oui. Ah, t'as préparé le petit-déj? Le petit-déj. On va se régaler. Ça, c'est une tarte aux framboises. Super, C'est merci. une tartillette. Merci beaucoup. Ah, au début, Suzy, elle comprenait pas pourquoi j'étais comme ça, je pense. Tartillette. Ouais, bah, Elle m'a trouvé changée, évidemment, c'est pas pareil qu'avant. Bah, puis des fois, je la regardais, je me mettais à pleurer. Attends, tiens, non? Oh bah oui. On peut le dire que notre famille a été trauma par l'attentat, Ah oui. c'est clair. On est dans l'appartement qui appartient aux parents de Valentin, dans lequel on a habité 2 ans. Moi, je continue d'habiter là depuis le 13 novembre. Ça, c'est la pièce à vivre. Après, il y a la chambre, avec chacun son côté du lit. Je vous laisse deviner quel côté féminin et quel côté masculin. On le voit assez vite. Son casque qu'on lui a offert pour son anniversaire. Et un petit dressing. Mon côté, le plus grand, c'est un peu la triche. Et bah là, ouais, j'ai pas encore enlevé ses affaires en fait. Parce que elle me dérange pas. Et que je sais pas trop quoi en faire.
Concrètement, après le 13 novembre, où il y a déjà une chute des repères assez monstrueuse, et c'est juste nécessaire de se raccrocher un peu à notamment des lieux, des gens. En même temps, c'est génial parce que comme il est partout, sa présence est hyper rassurante. Et en même temps, cette présence-là, elle est couplée à l'absence parce que il est partout, mais comme en fait, il sera plus jamais nulle part, c'est de la présence-absence. Enfin, c'est assez dur à appréhender. Et du coup, c'est à la fois un vide abyssal et à la fois, en même temps, c'est un petit cocon aussi. Après, on a tout fait ensemble. On a passé l'examen du barreau ensemble, on est devenus avocats la même année, on est partis à Londres la même année. Il y avait une espèce d'évidence qui est, à mon avis, assez rare, que c'était beau d'avoir trouvé ça. Bah, c'est fini, mais... Une des chances que j'ai, c'est de absolument rien regretter. De me dire qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Ouais. Et qu'il est mort heureux. Vraiment. À un concert et à côté de moi. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il voulait. Donc on arrive à l'EMDR, c'est la technique de thérapie par le mouvement des yeux. Ça permet de classer ses souvenirs, ça sollicite un coup l'hémisphère gauche, un coup l'hémisphère droit. Et du coup, ça te permet de ranger ton vécu, ton ressenti. Il y a plein de trucs sur lesquels, du mois de novembre au mois de février, j'étais terrorisée. Des images de corps, de gens morts. Il y a plein de choses un peu perturbantes qui sont arrivées cette nuit-là. Et du coup, on les reprend une à une, on les traite, on essaye d'associer des sentiments positifs à tout ça. Alors c'est pas toujours facile à trouver, mais ça se fait petit à petit, quoi. Faites une pause, prenez une grande respiration. Et là, du coup, je pensais à l'explosion qu'il y a eu là. Quand ça a pété, que j'ai levé les yeux au ciel et que j'ai eu, je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il neigeait. S'il y avait plein de petits flocons qui tombaient. En fait, ça devait être de la chair ou des fibres. Qu'après, le ventre de la nana, il était plein de bouts de chair, de trucs dégueulasses. Mm-hmm. Du coup, c'était assez... on sait plus trop quoi penser. D'accord, peut-être du dégoût, l'émotion de dégoût. Ouais, que j'ai essayé de souffler sur le bout de chair pour le faire partir. Ok, donc vous continuez avec ça. Faites une pause. Ouais, ce coup de la neige, là, c'est complètement stupide de se dire ça, dire qu'il vient d'avoir une tonne d'explosion, puis on est à l'intérieur. Pourquoi il neigerait à l'intérieur? Alors dans l'après-coup,
Voilà. Ouais. On peut trouver ça stupide, mais effectivement, sur le moment, le cerveau est vraiment en stand-by, dépassé, désorienté par rapport à ce qu'il a l'habitude de connaître, ses références. C'est vraiment assez typique de ce qu'on peut vivre quand on est au cœur d'un trauma. Ouais. C'est le ramadan. Là, c'est bientôt la fin du jeûne. Dans 25 minutes, on va pouvoir manger. Pour moi, c'est très important d'être pratiquant. Je suis marocain, moi, j'ai un parcours vraiment très spécial. Marocain, vécu en Europe, vécu aux États-Unis, dans la société américaine, marié en Amérique, marié en France. Il y a un parcours vraiment très spécial. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الصلاة الله أكبر Dans notre religion, une personne n'a pas le droit de prendre la vie d'une autre personne, seulement le Créateur. Alors comment vous allez m'expliquer que, au nom de l'islam, moi je vais égorger les gens, je vais dire au nom de Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dans la fête des moutons, c'est la grande fête des musulmans. Déjà pour égorger un mouton, vous n'avez pas le droit de lui faire montrer le couteau. Il faut lui fermer les yeux pour qu'il ne voit pas le couteau, pour pas qu'il soit effrayé. Vous imaginez, c'est un animal. Alors comment vous pouvez égorger un être humain comme vous? C'est catastrophique, au tuer un être humain, c'est déjà un animal, vous n'avez pas le droit de l'effrayer. Même une fourmi, vous n'avez pas le droit de la tuer. Et tuer un être humain, je sais pas d'où ça sort ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on lit le même livre ou pas, j'en sais rien. Mais moi je sais que mon livre à moi, du Coran, il me dit il faut faire du bien. Vous voyez, amour, 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 faites du bien, du bien, du bien. Pas tuer, il n'y a pas marqué tuer, 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 tuer. Que du bien, on parle que du bien. Je participe au soutien aux personnes exilées à Paris, sur les camps en particulier. Du coup, on a créé en octobre dernier, on a créé un collectif, le collectif parisien de soutien aux exilés. On travaille sur les campements de rue. Avant le 13 novembre, je faisais surtout mes études, ma priorité c'était mes études et puis j'avais ça comme engagement à côté, mais depuis je me suis rendu compte que déjà j'ai priorisé les choses qui m'intéressaient. Le contact humain, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai l'impression que je comprends vraiment mieux la violence qu'ils peuvent vivre. Et ça m'a aussi redonné envie vraiment de m'engager vis-à-vis de la politique qui est adoptée envers les migrants en France, qu'ils soient migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés. Parce que je me rends compte de l'écart de traitement entre les victimes de terrorisme de Daesh, par exemple, en France et dans d'autres pays. Alors là, on va sur le nouveau camp. Ça fait juste 3 jours qu'il est en place, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde dessus, je pense que moins de 300 personnes. La quasi-totalité d'entre eux fuient des formes de terrorisme islamiste. Je pense évidemment aux Syriens et aux Irakiens qui fuient Daesh, mais aussi aux Afghans qui fuient aussi Daesh ainsi que les talibans. Le terrorisme islamiste, c'est une des premières causes de leur départ. Il y avait 12 Afghans qui sont arrivés le soir, une dizaine de Soudanais. C'est des petits. 14 ans. Il n'y en a pas beaucoup des 13-14 ans, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. Mais... Ah non, mais là, il y a des Érythréens aussi, c'est des gamins. Oui, j'ai vu les mômes. Les petits mômes là? Ouais, ils sont trop mignons. Il y en a plein? Ouais, j'ai ramené d'ailleurs un grand carton de jouets. Je peux venir si tu veux. Hein. C'est moi qui les ai accueillis quand ils sont arrivés. Hello. Fine and you?
Non, mais normalement, ils devraient être à l'hôtel. Ouais, bah oui, je sais. The new family. New family. Pregnant. Yes. 9 months. Maybe she will get the baby Oh my God. today. I don't know. You know, we are volunteers, so we can't do nothing, but I will send a new message to the boy of the city hall to put pressure on him, okay? J'ai pas réalisé immédiatement à quel point on était proches dans cette idée d'être victime du terrorisme. Et évidemment, ça m'a touchée à une échelle bien moindre qu'eux, mais c'est vrai que ça a été une raison qui a renforcé mon engagement. Bah là, on est sur la terrasse de la maison de mon papa. J'ai grandi ici, c'est la ville de Casablanca. Là, on est à Casablanca. Je sors dehors, tout le monde me connaît. Bonjour Mohamed, bonjour Mohamed. C'est agréable, quoi. J'en ai besoin. Mon objectif, c'est de venir ici, de me reconstruire. On va voir mes amis d'enfance. Ça peut m'aider ça aussi. Parce que j'en ai parlé avec mon docteur, mon psychologue en Europe. Il m'a dit il faut que vous en parlez, il faut sortir un peu, il faut découvrir d'autres choses, d'autres personnes, d'autres images. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est vrai que Casa, ça change un peu. Parce que c'est 3-4 jours qui sont passés, je me sentais un peu différent. J'ai l'impression que je récupère. Je vois que ça avance. Parce que par rapport à plusieurs mois auparavant, j'ai vu quand même des changements. Parce que là, je commence à retrouver un peu le sourire, je commence à retrouver tout doucement. Ça, c'est parce que je travaille en moi. Parce que j'étais resté à la maison enfermé, ça va qu'empirer. Chaque jour, pour moi, c'est une belle journée. Et c'est vrai que l'attentat m'a fait montrer beaucoup de choses. La vie aujourd'hui, je la vois différemment parce qu'elle est plus précieuse pour moi. Je lui donne plus de valeur qu'avant. On est à Soyans, dans le vieux village de Soyans, où mes parents ont acheté une maison à la fin des années 70. Et c'est un lieu où je me sens bien. À l'hôpital, on n'est pas seul. Puis j'ai eu tellement de visites et où j'ai décidé, c'est mon deuxième séjour cet été, de venir seul pour être un peu seul avec moi-même et puis pour écrire. J'ai jamais ressenti de la haine pour les terroristes. Je me suis même dit que je devrais essayer. J'y suis jamais arrivé. Je ressens beaucoup plus de la peine pour eux. Pas spécialement d'ailleurs parce qu'ils sont morts. Ça, ils ont cherché ce qu'ils ont eu, mais je me dis quelle sale vie quand même que de terminer comme ça, quoi. Je suis obligé de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé chez ces gars-là, quoi. Quand j'étais à l'inspection du travail, on enquête sur les accidents du travail et on fait ce qu'on appelle un arbre des causes. Et là aussi, j'ai fait mon arbre des causes. Et on voit bien qu'il y a des choses extrêmement différentes, quoi. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ils sont paumés à la limite même du déséquilibre, etc. Donc des caractéristiques, je dirais, très personnelles. Il y a des caractéristiques sociales, c'est évident. Et puis il y a ce que je trouve... c'est plus que de l'hypocrisie, quoi, de la part des autorités politiques de notre pays. Nous sommes les alliés de pays qui ont diffusé leur doctrine fondamentaliste, wahhabiste, salafiste en France. On leur vend des armes par millions d'euros et c'est toujours nos meilleurs copains, entre guillemets, dans la région. Il y a même un des princes qui s'est fait récemment décorer la Légion d'honneur. Et ces gens-là, alors je ne dis pas qu'ils sont directement responsables du terrorisme, bien sûr ils s'en défendent, mais ils ont financé, et pas qu'un peu, la propagation de doctrines
hyper fondamentaliste de l'islam et qui fait qu'ensuite il n'y a plus qu'un pas à faire pour l'État islamique pour appeler à la guerre sainte. Donc les alliances moyen-orientales de la France, c'est invraisemblable, quoi. Et l'Arabie saoudite, enfin, on a choisi de faire alliance avec les régimes les plus rétrogrades et les plus fondamentalistes de la région. Et ça, moi, ça me fait hurler, quoi. Je vais quand même beaucoup mieux. Alors, il y a des choses qui n'ont pas bougé, hein. Les muscles qui ne bougeaient pas de mon pied, de ma cheville, n'ont pas fait beaucoup de progrès. Par contre, depuis un mois, j'ai franchi un cap. Avant, j'étais toujours très fatigué. Et là, peut-être en partie, en tout cas grâce à ce lieu, puisque c'est mon 2e séjour de l'été, j'ai repris une énergie qui me manquait. Et la fatigue, elle, s'est presque envolée. Je suis capable de regarder maintenant plusieurs mois en avant, quoi. De me reprojeter, vous voyez, de me dire tiens, j'irais bien vivre dans une autre ville. Ou bien, bon, j'ai eu aussi, avant de venir ici, d'ailleurs, plusieurs rendez-vous professionnels prometteurs. Je vais en avoir d'autres au mois de septembre. Non, s'il y a un mot pour résumer, je me sens bien et je me sens surtout plus fort. Là, on est à Amman, en Jordanie. Je viens d'arriver ici il y a 3 jours après un mois au Liban. C'est une année à l'étranger qui est comprise dans mon cursus universitaire. Et je suis ici pour essayer d'apprendre l'arabe et de comprendre un petit peu mieux la région Moyen-Orient, puisque j'aimerais faire de la recherche et pourquoi pas sur cette région. C'est pas parce que j'ai été victime d'un attentat que j'ai envie de construire ma vie en fonction de ça, mais c'est vrai que c'est une région du monde qui m'intéresse, dont j'avais envie d'approfondir ma connaissance, en particulier dans le contexte actuel. J'ai eu le temps de voir un printemps. Je pensais pas revoir un printemps. Et du coup, c'est trop cool de voir des fleurs, des oiseaux. Donc je calque un petit peu ma reconstruction à moi sur la reconstruction de la nature parce que avec le printemps, il y a tout qui se remet en branle, quoi. Donc c'est vachement positif pour quelqu'un qui essaye de passer au-dessus de tout ce qu'on a vécu qui était terrible, quoi. Et où c'était la mort finalement qui régnait. Alors que là, dans la nature, c'est la vie qui règne, quoi. Tu vois, cette caisse-là, c'est ma plus grande richesse. C'est des graines, tu vois. Si tout s'écroule, eh ben, ça pousse toujours, les graines. Les terroristes, ils ont des balles, moi j'ai des graines. Les terroristes, ils sèment la mort, moi je sème la vie. La Bretagne, on est venu très souvent avec Valentin. Ses parents ont une maison à la Trinité. Lui, il avait fait des écoles de voile enfant, donc il savait un peu naviguer. Du coup, il m'apprenait. Et du coup, j'aime bien perpétuer ça aussi. Ça va durer 3 secondes, ok? Vous êtes prêts? Donc là, on s'est tous rejoints. On fait un petit week-end du 15 août dans le Morbihan. J'ai appréhendé un peu aussi d'y revenir, que ce soit un peu trop chargé, trop lourd. Et le fait que je sois entourée fait que ça passe très bien. Et je suis très contente aussi de faire des choses qu'il aurait aimé faire. Enfin, je sais que typiquement, ce genre de bateau dans le golfe du Morbihan, c'est magique, quoi.
peut pas rejeter ce qui s'est passé, on peut pas le nier, on peut pas. Il faut absolument l'intégrer et vivre du mieux possible avec, et c'est ce que j'essaie de faire. En me disant que justement ça existe, c'est là, c'est présent, et en même temps, il y a tout le reste. J'ai l'impression d'être un peu à un sommet, entre guillemets, parce qu'aussi je suis extrêmement entourée d'amour et portée, et j'ai envie de ça. Et je pense que je le provoque aussi, et c'est des élans en commun. Mais c'est génial, franchement. Je suis au top de ma vie, c'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est chouette. Il faut que ça soit, et ça le sera. Et c'est vrai que j'ai pas trop de doutes, en fait. Même si je sais que j'aurai des jours d'abattement, des passages à vide, voilà, c'est une évidence. Mais j'ai un peu décidé aussi que je serais heureuse, voilà.